Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur le plateau TV de l'ISCPA Paris pour cette deuxième émission, le JT des experts, consacrée aujourd'hui à l'apprentissage et au contrat de professionnalisation, autrement dit à l'alternance. Nous avons la chance d'avoir, grâce à la complicité de notre directeur des relations entreprises, Jérôme Thirion, invité 3 représentants d'OPCO, c'est-à-dire d'opérateurs de compétences. On va expliquer quel est votre rôle dans cette affaire. Et donc j'ai le plaisir de faire un premier tour de table pour annoncer donc la présence d'Alexia. Alors vous pouvez peut-être dire quelques mots sur l'OPCO que vous représentez, oui. Alexia Davin. Oui, donc je suis Alexia Davin, donc de l'AFDAS. L'AFDAS, c'est l'OPCO qui regroupe l'ensemble des entreprises et secteurs de la culture, des médias, des télécommunications, des loisirs, du divertissement. Enfin voilà, ça forme tout. Alors j'en oublie certains, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, il faut se rappeler de nous, l'AFDAS, c'est plutôt l'OPCO du loisir, du plaisir et du divertissement. 65 branches, hein, c'est ça ? 45. 45 et 65 000 entreprises. Mais 45, c'est déjà pas mal. C'est une petite branchette, mais... 45 branches, oui. Branchette. Voilà. On continue avec Chantal Buffet, donc vous représentez un autre OPCO. Oui, l'OPCO Atlas, bonjour. Donc Chantal Buffet, l'OPCO Atlas, c'est la réunion de 2 OPCA du passé, le FAFIAC et OPCA Baya. OPCO Atlas, maintenant, c'est 110 000 entreprises, 1,5 million, 1,6 million de salariés, et puis 15 branches professionnelles, autour de 4 secteurs d'activité. D'accord. Troisième OPCO représenté aujourd'hui par Christine Delannoy. Oui, bonjour. Bonjour. Donc l'OPCommerce, ça représente 19 branches, à peu près 90 000 adhérents et 65 000 contrats confondus, contrats de pro et contrats d'apprentissage. Voilà. D'accord. Donc le point commun entre vos 3 OPCO, c'est que vous conseillez les entreprises des différents secteurs d'activité que vous représentez au moment en particulier où celles-ci choisissent de recruter un alternant. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Sachant que la politique gouvernementale, je me tourne vers Jérôme Thirion, qui est notre directeur des relations entreprises à l'ISCPA, la politique gouvernementale a permis cette année d'avoir un nombre record de contrats d'apprentissage qui ont été signés. Oui, donc le record est établi, on sera peut-être dépassé l'année prochaine, on l'espère, c'est plus de 500 000 contrats d'apprentissage signés. Donc c'est quand même une très belle évolution parce que jusqu'alors on était aux alentours de 450 000 contrats. Donc c'est une vraie grosse progression et on va peut-être comprendre pourquoi les OPCO autour de la table ont beaucoup de travail. Mais on va poser toutes les questions que les chefs d'entreprise peuvent se poser aujourd'hui. Voilà, 500 000. On va se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise qui se dit « Tiens, j'ai entendu dire que l'alternance se développe et ça m'intéresse ». Donc, il a une première chose à faire, c'est peut-être comprendre un petit peu le rôle des acteurs institutionnels qui résonnent souvent, qui se présentent par sigles, de façon qui a l'air compliquée comme ça quand on est un peu profane. Il y a un organisme ou une institution dans le décor qui a justement expliqué ce qui s'est passé suite à la réforme de la formation professionnelle, qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant. Ouais, 2018. Voilà, qui a eu pour effet notamment de libéraliser un peu le secteur, on peut le dire comme ça. Oui. Le marché, tout aussi. Et le marché. Donc, qui met directement en contact tous ceux qui travaillent sur le sujet de l'alternance, les CFA, les écoles, les OPCO, les financeurs, qui gèrent également les titres certifiés. Donc, cet organisme s'appelle France Compétences. Et France Compétences a fait un petit film, bref, qui explique les enjeux de l'apprentissage. Et donc, si mon oreillette marche bien, si la régie m'entend, on va pouvoir regarder ça. Le système d'apprentissage. Quelles sont les évolutions du système d'apprentissage ? Le fonctionnement du système d'apprentissage s'appuie sur 2 axes. D'une part, le développement de ce dispositif est confié aux branches professionnelles et le financement de la prise en charge aux opérateurs de compétences. D'autre part, les centres de formation des apprentis bénéficient d'un financement direct, selon le nombre de contrats d'apprentissage signés.
Plusieurs ajustements facilitent également le développement des contrats d'apprentissage. Des modalités d'exécution simplifiées. Une limite d'âge portée de 25 ans à 29 ans. Une durée réduite à 6 mois. Un démarrage de l'apprentissage possible à tout moment de l'année. Des modalités de rupture mieux encadrées. Une mobilité internationale renforcée. Et enfin, une aide simplifiée pour les employeurs d'apprentis. En résumé, le système d'apprentissage est désormais plus souple grâce à un fonctionnement tripartite optimisé entre le financement direct au CFA, le développement confié aux branches professionnelles et la prise en charge assurée par les OPCO. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur les essentiels de France Compétences. Donc les entreprises qui voient ce petit film se disent « Tiens, je prendrais bien un alternant ». Elles vont donc se tourner vers des écoles et des CFA, mais aussi vers leur OPCO de référence. Juste, puisqu'on m'a signalé qu'on avait un problème de son, on va redire vos noms et les OPCO que vous représentez aujourd'hui dans ce deuxième tour de table, destiné à comprendre ce que notre chef d'entreprise qui veut recruter un alternant doit faire pour que tout se passe bien pour lui. On va commencer par Alexia, qui va pouvoir nous dire quelle est la procédure que doit suivre notre chef d'entreprise si il veut recruter un alternant. Comment est-ce que ça se passe ? Alors, si un chef d'entreprise souhaite embaucher un alternant, déjà, il faut qu'il se rapproche, une fois qu'il a trouvé son jeune ou le CFA avec la formation qui va bien, il faut qu'il se rapproche de son OPCO pour savoir quelle démarche il doit entamer et quels sont les financements qui sont associés. D'accord. Alors, dans votre cas, vous représentez l'AFDAS, donc oui. Les entreprises qui sont dans des secteurs d'activité très proches d'une autre à l'ISCPA, journalisme comme prod. Voilà. Ils vont sans doute avoir des contacts avec Jérôme Thirion chez nous. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont vérifier auprès de chez vous et qu'est-ce que vous allez les inciter à faire ? Alors, dans tout ce qui est la procédure administrative, je dirais, parce qu'il s'agit d'un contrat de travail qui va être mis en place, donc il ne faut pas l'oublier. Dans ce cadre-là, il y a un CERFA à compléter. Donc, c'est un document qu'il trouve sur les sites de nos OPCO, mais qu'il trouve bien évidemment sur tous les sites institutionnels. Donc, ce CERFA, ils vont le compléter, bien souvent aidés par le CFA. Et puis, ils vont nous l'envoyer par voie dématérialisée sur notre portail, avec la convention qu'ils auront également contractualisé avec le CFA, puisque c'est dans cette convention que tout le volet financier doit être mentionné. Donc, c'est-à-dire que l'employeur, pour se décider, a besoin de savoir combien va coûter la formation, mais également combien va être financé par son OPCO et combien il va lui rester à charge. Et à côté de ces frais de formation, bien évidemment, l'OPCO peut accompagner le jeune en payant les frais de premier équipement, par exemple. C'est toujours un investissement important. Il peut également être pris en charge les frais d'hébergement et repas. Donc, c'est aussi important à connaître pour l'entreprise, puisque le jeune, évidemment, il n'a pas beaucoup d'argent. Et puis, il peut aussi y avoir des majorations si l'employeur se décide d'embaucher un travailleur handicapé, par exemple, ou si le jeune va être amené par la suite à poursuivre son cursus lors d'une mobilité internationale dans différents pays de l'Europe ou du monde d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de frontières, j'allais dire. Alors, tant qu'on reste sur ces aspects pratiques avant de continuer le tour de table, vous l'avez dit, c'est un contrat de travail, donc il y a un formalisme à respecter. C'est ça, il y a des contrats préalables à l'embauche à signer. Alors oui, effectivement, puisque comme tout contrat de travail, il faut que l'entreprise déclare son salarié. Donc là, elle ne peut pas outrepasser de la même manière, il y a une visite médicale à mettre en place. Alors après, quelquefois, on a des questions, c'est pas nous, OPCO, qui allons faire les bulletins de salaire, on est bien d'accord, c'est l'employeur qui embauche un jeune et à ce titre-là, il y a les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout autre salarié. Donc voilà. Mais la petite différence, c'est qu'un apprenti, et c'est là-dessus qu'on souhaitait aussi appuyer, il est, comme le nom l'indique, en apprentissage. Donc c'est pas un salarié malgré tout comme les autres. Il est là pour être formé et c'est pour ça qu'il faut mettre en place toute une structure autour de ce jeune. Notamment, on n'a pas abordé le sujet des maîtres d'apprentissage, mais effectivement, l'employeur va devoir aussi dédier un tuteur pour ce jeune pour l'accompagner tout au long de sa formation, qu'elle soit au centre de formation ou dans son entreprise. En effet, puisque dans ce temps de travail, il a un contrat, il est donc salarié, mais il a du temps pour rejoindre son organisme de formation avec lequel il a signé ce contrat d'apprentissage pour suivre des cours
ou dans le contrat d'alternance au sens large. Mais justement, ça me donne l'occasion de passer la parole à Chantal Buffet, donc qui représente l'OPCO Atlas, parce que je crois qu'on a eu des problèmes de son quand on l'a dit tout à l'heure. Donc Atlas, c'est les branches plutôt assurance, banque. Assurance, banque, conseil et finance. Et finance. C'est donc 1,5 million de salariés, ce sont 15 branches professionnelles et 110 000 entreprises. Et donc, question qui va avec l'alternance au sens large, il existe 2 types de contrats. Il y a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. En 2 mots, quelle est la tendance et est-ce qu'il y a un contrat qu'il faut privilégier? Et si on se pose des questions à ce sujet, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Les 2 types de contrats, effectivement, sont accessibles pour une grande part des diplômes, en fait, qui sont préparés, en fait, par les jeunes. Vous avez le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Je ne vais pas rentrer, en fait, dans le détail de la définition, en fait, du contrat, tout simplement parce que nous avons, en fait, un maillage, et je pense qu'au niveau de l'intégralité des OPCO, c'est de la même nous procédons de la même façon. Nous avons un maillage territorial avec des conseillers formation, avec des développeurs de l'alternance qui sont à disposition en fait des entreprises pour leur apporter l'intégralité des informations qui leur seront nécessaires par rapport à leurs problématiques. Parce que sur 110 000 entreprises, nécessairement, nous pouvons avoir 110 000 en fait situations complexes, différentes, sans être complexes d'ailleurs, mais qui amènent forcément à une position, en fait, à un moment donné, pour le choix entre le contrat d'apprentissage et le contrat de pro. Alors, on peut choisir entre l'un ou l'autre. Majoritairement, les entreprises là, ont signé surtout des contrats d'apprentissage sur ces 2 dernières années. Les 2 bénéficient de l'aide de l'État. Alors, ce sont des aides différentes, effectivement. Oui. Le contrat d'apprentissage a cette aide qui a été lancée dans le cadre du plan de relance l'année dernière par l'État et qui va jusqu'au 31 décembre, en fait, de cette année. Et à chaque fois qu'une entreprise, en fait, crée son propre contrat d'apprentissage sur le compte MyAtlas ou tout autre OPCO, bien sûr, eh bien, elle aura, en fait, dès que le contrat aura été accepté par l'OPCO, elle aura, en fait, le transfert naturel, je dirais, de la demande du financement de l'aide par le biais, en fait, dans le conduit naturel, je dirais, de la gestion, en fait, du contrat d'apprentissage. Pour le contrat de pro, il y a des aides qui sont spécifiques, mais qui ne sont pas forcément identiques à celles-ci. D'accord. Qui sont beaucoup plus... Qui sont un peu moins importantes. Un peu moins importantes. Ça explique peut-être le succès dont parlait Jérôme des 500 000 contrats. Tout à fait. Tout à fait. On l'a constaté d'ailleurs, hein, la progression entre le contrat d'apprentissage 2020 et le contrat d'apprentissage 2019. On a tous les OPCO ont une progression en fait relativement importante du nombre de contrats d'apprentissage dans leurs effectifs en fait de gestion et au détriment de la baisse progressive du contrat de professionnalisation. Pour ce qui concerne en fait l'OPCO Atlas, nous avons 66 000 contrats en alternance, nous avons 55 500 à peu près contrats d'apprentissage, 12 000 je crois, 12 000 ou 13 000 contrats de professionnalisation. Au total, nous avons une augmentation en fait entre 2019 et 2020 de approximativement 15% de nos contrats. Mais la forte probabilité en fait d'augmentation est plus concentrée sur le contrat d'apprentissage. Sur le contrat d'apprentissage. Alors c'est lié aussi, on l'a évoqué rapidement, à la redistribution des rôles qu'il y a eu dans la réforme de la formation professionnelle et des nouvelles missions qui ont été confiées aux OPCO. Je me tourne vers Christine Delannoy qui représente donc un 3e OPCO, l'OPCommerce. Ok. Donc l'OPCommerce, 19 branches, hein, les branches du commerce principalement. Je ne vais pas les citer pour ne pas en oublier une, puisqu'il y en a 19. Comme au César. Voilà, tout à fait. Faut oublier personne. 90 000 adhérents, hein, l'OPCommerce représente 90 000 adhérents, 65 000 contrats, donc pratiquement 45 000 en fait, je vais dire 45 000 contrats d'apprentissage et le reste en contrat de pro. Donc vous voyez la forte aussi disparité entre les deux, beaucoup plus de contrats d'apprentissage que de contrats de pro. Alors les OPCO ne sont pas, ou j'allais dire plus en concurrence, ce qui veut dire qu'une entreprise ou un chef d'entreprise qui nous regarde aujourd'hui peut se dire, est-ce que je choisis mon OPCO
La réponse est non, mais vous allez nous expliquer comment il fait pour savoir, s'il a un doute, quel est son OPCO de référence. Comment est-ce qu'il fait ça? Alors justement, les OPCO ont en fait des branches en fait c'est une convention collective. Une convention collective adhère en fait à un certain OPCO, et de ce fait l'entreprise qui adhère à cette convention collective adhère forcément à l'OPCO correspondant. C'est ça. Donc voilà, donc le critère clé, c'est la convention collective. Convention collective et le code NAF. Ce sont deux critères qui permettent de déterminer l'OPCO de branche. D'accord. Voilà. Je me tourne vers Jérôme. Si sur un plan pratique, je suis chef d'entreprise et que je me suis jamais posé la question et que je la pose à la faveur du recrutement d'un alternant, comment est-ce que je peux savoir quel est mon OPCO de référence? Alors, il existe une application qui s'appelle CFA-Doc, qui va, dans la plupart des cas, pouvoir répondre à ces questions-là, où il pourra y avoir plus de difficultés, ou en tous les cas, il faudra se poser d'autres questions. C'est pour les entreprises, il y en a quelques-unes. Bon, évidemment, il faudrait qu'elle change ce dispositif pour adopter une convention collective. Mais par exemple, une entreprise qui est au Code du travail, eh bien là, en effet, on ne va donc pas pouvoir se baser sur la convention collective qui était là, ou qu'on appelle l'IDCC, mais plus sur le NAF ou sur l'activité principale de cette entreprise. Donc alors, là, IDCC, juste pour qu'on mette les sous-titres. IDCC. Alors IDCC, c'est la description informatique de la convention collective. D'accord, voilà. CC, ça doit vouloir dire convention collective. Voilà. Ouais, ça y est, je commence à faire le lien. Le code NAF, donc ça c'est connu, c'est bon. C'est un référentiel. Si on a ça en tête, on va sur le bon site et on trouve l'OPCO. On va trouver. Et puis si on ne trouve pas, là en effet, il va falloir se poser un petit peu la question par rapport à ce qui a été décrit par les OPCO autour de la table. Il y a des champs principaux. Et là, en effet, il va falloir essayer d'identifier rapidement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au pire, on ne sait pas trop. On se dit, tiens, c'est plutôt l'AFDAS. Je contacte l'AFDAS. Ça a été dit, il y a des conseils de proximité. Donc, on les appelle en région ou au siège Île-de-France, par exemple, s'ils sont en Île-de-France. Et à partir de là, si toutefois ce n'était pas ce cas-là, eh bien, l'OPCO, ils se connaissent, ils travaillent, ils collaborent tous ensemble et ils vont dire, écoutez, a priori, allez plutôt voir non pas tel OPCO, mais tel OPCO. D'accord ? Donc, les problématiques, s'il y a problématique, c'est plutôt pour ceux qui sont sur le Code du travail, mais tous ceux où il y a une convention collective identifiée, et je ne mets plus IDCC, voilà, il y a une application qui va répondre à tout ça. Et pour à votre interrogation, Christine, oui. Effectivement, dans ces cas-là, l'entreprise ne peut pas choisir son OPCO. Non, c'est ça. Forcément le rattachement en fait de la convention collective qui fait en fait le lien avec l'OPCO concerné. Très bien. Alors Jérôme faisait allusion à des sites de référence. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une très grande dématérialisation des procédures et des contrats. Ça fait effectivement partie des sujets et des questions qui remontent assez souvent de la part des entreprises. Qui veut intervenir sur la dématérialisation pour expliquer comment ça se passe? Alors, si vous voulez, je vais prendre la parole. Allez-y. Donc, concernant la dématérialisation, donc on a vu tout à l'heure que l'apprenti, en fait, signe un contrat de travail avec son entreprise. L'entreprise est accompagnée par l'OPCO, d'accord? À partir de ce moment-là, l'OPCO doit, via les plateformes de dématérialisation, en fait, saisir les données de manière à ce que ça puisse, en fait, arriver chez nous en tant qu'OPCO. D'accord. Sur ces plateformes, moi je les recommande vivement parce que vous avez vraiment des règles de gestion qui sont embarquées. Vous avez un simulateur de rémunération pour certains. Je pense que tous les OPCO n'ont pas les mêmes plateformes, mais en tout cas, sachez que vous avez vraiment des bulles d'information, vous êtes cadré, vous n'allez pas oublier un champ obligatoire puisque de toute façon le système ne va pas transmettre l'information si jamais tous les champs ne sont pas complétés. Et vous avez de ce fait la réception du contrat dématérialisé chez l'OPCO. Vous avez la possibilité aussi de déposer des documents, les documents comme la convention de formation, enfin tout ce qu'il faut en fait sur la plateforme est présente. Vous avez, à partir du moment où c'est l'OPCO qui détient le contrat, des contrôles qui sont effectués sur le contrat. Nous avons un rôle en fait de suivre et de déposer ce contrat sur une plateforme ministérielle. La plateforme ministérielle, forcément, il y a certains contrôles et à partir de là, ça part en flux automatique directement à l'agence spéciale de paiement pour les aides. Donc, vous voyez, l'entreprise n'a pas, en fait, à partir du moment où elle a trouvé son jeune, elle s'est fait accompagner par son OPCO, par les délégations, en
fait toutes ces problématiques de droit du travail, puisque tout est réglementé par rapport à l'âge, par rapport à des critères, par rapport au maître d'apprentissage. Vous avez en fait les renseignements sur les plateformes. Vous avez des petites bulles, des petites fenêtres d'information qui vous signalent lorsque vous ne respectez pas la législation. Et à partir de là, nous, en tant qu'OPCO, on fait le nécessaire. On dépose sur la plateforme ministérielle et automatiquement, ça suit son cours. Enfin, je veux dire, voilà, maintenant, plus c'est rodé, parce que l'année dernière, c'était pas le cas. Mais en tout cas, voilà, il n'y a plus de point de blocage, je dirais, récurrent, comme on a pu avoir, parce que c'était une nouvelle mission pour tout le monde. Juste, si je peux compléter sur la dématérialisation, l'intérêt pour l'entreprise, c'est qu'elle peut suivre la vie de son contrat. Donc, elle l'a déposé en ligne, donc elle peut voir que l'on l'a reçu, qu'on est en train de l'instruire, qu'il a été validé. Ensuite, le centre de formation a aussi l'information que le contrat a été validé. Donc, elle retrouve toutes ces informations, contrairement à un envoi par voie postale ou dans une boîte mail où ça va être au milieu de tas d'informations. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Donc, l'entreprise, effectivement, elle va compléter ses données, mais du coup, elle va avoir un suivi, comme sur d'autres sites que l'on peut utiliser nous-mêmes à titre personnel. Mais voilà, elle connaît la vie du dossier et ça va aller jusqu'à la clôture de son contrat d'apprentissage. Donc, c'est quelque chose en termes de visibilité, ça sécurise tout le monde. Ça avait été effectivement anticipé, cette dématérialisation depuis quelques années. Et effectivement, heureusement, dans la situation actuelle depuis un an et demi, heureusement que nous avons cette dématérialisation qui a beaucoup, en fait, simplifié. Après, on a subi malheureusement quelques engorgements compte tenu de tout ce qui est arrivé, effectivement, sur l'apprentissage. Mais heureusement que cette dématérialisation a été présente puisqu'elle nous a permis de récupérer en un temps peut-être plus ou moins long, mais elle nous a permis de récupérer l'intégralité des données. Et c'est ce qui était important. C'est vrai qu'entre la réforme de la taxe d'apprentissage et puis j'ai entendu parler d'un virus qui avait un peu circulé ces derniers mois, on a eu de quoi se familiariser d'abord avec les outils numériques, donc maintenant je pense que les choses sont un peu mieux rodées, et puis compter sur les équipes de chacun des OPCO, mais aussi des écoles et des CFA, pour mettre du lien, sachant que le point clé, c'est vraiment le CERFA, le contrat de travail. Il faut que ce soit bien enregistré, c'est bien ça ? C'est ça, il y a un délai pour l'enregistrer. L'entreprise, à partir du moment où elle accueille le jeune dans son entreprise, elle a 5 jours pour nous le déclarer. Donc c'est très important, c'est la clé d'entrée vraiment. Donc à partir du moment où elle dépose son contrat, donc comme l'a dit Corinne, ça suit son cours certes, mais ça déclenche à la fois le versement des aides. Pour le jeune, c'est important, il va avoir son numéro de dépôt, il pourra avoir l'aide au permis de conduire. S'il a besoin d'aide au logement, c'est le sésame, c'est la clé d'entrée. Donc si l'entreprise fait son CERFA, elle le laisse sur le bureau, il ne va rien se passer. Donc ça, il ne faut pas. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Donc, pensez à envoyer vos CERFA. Et puis alors, les CFA ne sont pas payés. Quand même, il faut le dire. Si on n'a pas l'information et pas le CERFA... En fait, il faut bien là, non, ça c'est moins drôle. Si les chefs d'entreprise qui nous regardent ont bien entendu le message, c'est 5 jours, voilà. Voilà, 5 jours, exactement. Vous vouliez ajouter ? Oui, je voulais juste ajouter qu'en fait, il y a deux choses. Il y a le contrat de travail donc, qui lie l'employeur et le salarié, donc l'apprenti. Et d'un autre côté, il y a le financement de la formation qui est réalisé par l'OPCO, par nous. Et donc, tous ces documents, la convention de formation et le CERFA, ça constitue une demande de financement et le CFA récupère en fait les fonds par cet intermédiaire. Voilà. Alors, jolie transition, parce que la question, là, on est dans un monde idéal où on se dit le recruteur, il a juste besoin de remplir un CERFA et il a un apprenti ou un contrat de pro qui arrive, mais il va peut-être se poser des questions préalables sur le financement de tout ça. De quelle aide il peut bénéficier, quel va être le niveau de prise en charge du coût de la formation que va suivre son apprenti. Donc sur toutes ces questions-là, comment est-ce qu'il peut se renseigner ? Donc bien sûr, il va en parler sans doute à l'école à laquelle il s'est inscrit. Voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui arrive assez rapidement. Les entreprises, quand elles ont pressenti un jeune, elles appellent, en tous les cas si elles ne le font pas, on leur conseille de le faire, même nous écoles, de se mettre le plus rapidement possible en lien avec le responsable, souvent en relation entreprise. Les principales questions, c'est donnez-moi, et on verra pourquoi après, les OPCO vont nous répondre, donnez-moi s'il vous plaît votre numéro RNCP, votre code diplôme, quel est le coût de la formation et surtout quel est le programme. D'accord ? Donc c'est vrai que c'est ces questions-là. Donc
je crois que toutes les écoles ne sont pas égales en niveau d'information. Il se trouve que nous, à ISCPA, moi j'ai un peu d'antériorité dans ça, donc je sais répondre et souvent orienté vers les OPCO. Mais si un CFA n'a pas cette compétence-là, le principal conseil qu'on peut donner, c'est de renvoyer l'entreprise, encore une fois, vers les conseillers des OPCO. Même si tout à l'heure, on va expliquer des petits trucs pour avoir le coup peut-être, mais voilà, soit on sait, soit on sait pas. On va avancer parce que là on ménage le suspense, alors que peut-être que les gens qui nous regardent se disent c'est une partie qui m'intéresse un peu. Alors Alexia va nous répondre, je crois. Ouais, alors précisément, alors sur. Je suis Madame Arou. Bon, très bien. Alors niveau de prise en charge, comment on se renseigne, comment est-ce qu'on peut avoir cette information. Alors bien évidemment, nous autour de la table, on a cette information. En fait, France Compétences, on vous a présenté un petit film tout à l'heure pour vous présenter cet acteur qui est majeur en tout cas dans notre écosystème. C'est France Compétences qui détient les clés. En tout cas, ce ne sont pas les OPCO. Ce ne sont pas les OPCO. Et quand effectivement on nous pose la question de savoir à quelle hauteur vous allez financer mon contrat d'apprentissage, ce n'est pas nous qui décidons à quelle hauteur nous allons le financer. Il y a des coûts qui sont validés par France Compétences. Alors bien évidemment, avec l'aide des branches professionnelles qui sont représentées au sein de nos institutions, puisqu'elles font partie des acteurs majeurs, et c'est eux qui vont également participer à la détermination de ce coût. Mais après, elles vont proposer ce coût à France Compétences, qui va valider ce coût ou faire des contre-propositions. Mais au final, c'est France Compétences qui décide. Et après, alors là, on rentre dans la technique, il y a un tableau Excel que franchement, il faut aller chercher l'information dans ce tableau Excel, donc qui est sur nos sites, à nous, bien sûr, on renvoie sur France Compétences, avec les informations que Jérôme vous donnait tout à l'heure. Il y a ce fameux code diplôme et la branche professionnelle, ce sont vraiment les deux informations à retenir, ce code diplôme et la branche. Ça va déterminer le coût qui va pouvoir être pris en charge par nos services. Et ce coût, il est donné pour une année. J'insiste vraiment, on appelle pour ça un coût contrat à l'année, mais parce que le tarif, il est fait pour 12 mois. Typiquement, si vous embauchez le jeune pour 2 années, il faudra multiplier ce prix par 2 et vous aurez la prise en charge par l'OPCO pour les 2 années. Inversement, si c'est sur on l'a vu dans le petit film, si c'est sur 6 mois, ça veut dire qu'il faut diviser par 2. On divise par 2. D'accord. Voilà, et donc un contrat se signe sur 6 à 3 ans. C'est ça. Et donc on fait une règle de 3 pour savoir combien ça va coûter. Exactement, il faut être bon en maths, en tout cas niveau primaire. Ouais, et du coup, on arrive à gérer et on fait des règles de 3 toute la journée pour savoir quels sont les montants pris en charge, effectivement. Et du coup, ça peut induire qu'il y ait du reste à charge. Donc après, il y a aussi... on peut y avoir une différence entre ce qui est pris en charge et ce qui est nécessaire de payer à l'organisme de formation pour que la formation se passe bien. C'est ça. Et ça ne peut jamais être demandé à l'apprenti. Il faut faire attention. Il faut avoir ça en tête. Ce n'est pas l'apprenti qui prend en charge les soldes. Là, pour le coup, ça peut être une charge pour l'entreprise. Mais c'est pour ça que c'est important que l'entreprise vienne voir son conseiller, parce que quelquefois, en conservant le jeune 1 mois ou 2 après sa formation, du coup, ça permet de prendre en charge davantage les frais de formation. C'est là aussi, comme tout à l'heure, une opération gagnant-gagnant, puisque le jeune est déjà formé, il reste un petit peu dans l'entreprise avant peut-être d'enchaîner sur un autre contrat ou de rentrer définitivement sur le marché du travail. Je me tourne vers Christine pour faire au réalisateur des changements de plan. C'est un exercice pratique pour la régie. L'aide des 8 000 €, c'est comme ça que les entrepreneurs ont entendu le chiffre pour aider à la signature de contrat d'apprentissage. Mythe, réalité, ça existe, comment est-ce qu'on le touche? Est-ce que ça arrive un jour dans les caisses de l'entreprise? Bref, comment ça marche? Oui, alors en fait, cette aide, je le disais tout à l'heure dans le process, c'est en automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'OPCO a déposé sur le site ministériel en fait le contrat, il y a effectivement des contrôles qui sont opérés et à partir de là, ça part automatiquement à l'agence. D'accord ? Alors, il est vrai que ces aides, les entreprises n'ont pas toujours vu le jour. Il y a eu des petits blocages, toujours pareil, par rapport aux nouvelles missions. Ces blocages, en fait, aujourd'hui, sont résolus. Ça veut dire que à partir du moment où c'est sur un numéro de SIRET qui existe bien, à partir du moment où la chronologie du contrat est bien respectée, puisque vous savez qu'il y a des codifications sur notamment la notice du CERFA, les codifications, les principales, c'est la codification 11, c'est un contrat initial, mais vous avez en fait des codes de succession, des codes d'avenant, et si jamais cette chronologie n'est pas respectée, effectivement, ça ne parvient pas à l'ASP. Donc ça, il faut le savoir. Il y a eu à peu près 10%
Oui. de ces aides qui n'ont pas encore été versées ou qui ont été un peu Tout à retardées. fait. En fait, il y a à peu près eu 10%. Bon, encore une fois, c'est dû au rodage des plateformes. Ouais. J'insiste là-dessus, mais malheureusement, on en a été victime. Je veux dire, cette réforme, elle a vraiment modifié en profondeur la gouvernance, le financement, donc beaucoup de choses, en fait, l'année dernière à mettre en place. Et aujourd'hui, ça roule. Je veux dire, franchement. Et si jamais une de vos entreprises, en fait, une entreprise n'a pas la réponse aujourd'hui, si elle se voit avec des aides... alors, je vais parler de 2 exemples. Vous avez par exemple des entreprises qui n'ont en principe pas droit aux aides puisqu'il y a des critères d'éligibilité. Par exemple, l'aide unique, c'est uniquement pour les entreprises de moins de 250 salariés. L'aide à l'embauche, vous avez en fait des aides qui ne sont pas pour les alternants. Par contre, vous avez l'aide exceptionnelle du plan de relance qui concerne effectivement ces 8 000 et 5 000. 8 000 pour un majeur et 5 000 pour un mineur. Jusqu'au 31 décembre. Oui, donc là, ça a été prolongé jusqu'au 31 décembre. Ça a été bien prolongé. Et tout ça pour dire que ces aides, si jamais vous ne les voyez pas arriver sur vos comptes, n'hésitez pas à revenir en fait vers l'opérateur de compétences parce que nous avons la possibilité, bon en principe c'est pas notre rôle, en principe c'est l'agence de paiement qui s'appelle l'ASP, des aides qui prend en charge normalement ce cursus, mais en tout cas nous on a la possibilité d'interroger, on a une espèce de service assistance et on peut interroger en fait le ministère pour savoir pourquoi il y a éventuellement un blocage. Alors c'est pour plein de raisons. Ça peut vraiment être pour celles que j'ai énumérées. Vous avez en tête plusieurs exemples, vous disiez. Alors je disais tout à l'heure par rapport à un établissement fermé, et effectivement, vous savez, on a des grands comptes avec des enseignes. Ces enseignes, parfois, il y a des déménagements, il y a des modifications. L'heure à laquelle, lorsque le contrat a été conclu, parce que c'est bien la date de signature qui compte, au moment où le contrat a été signé, si jamais en fait l'établissement est fermé par la suite, et ben, le référentiel indique que l'établissement n'existe plus. Donc ce sont des petites choses comme ça, sachant que justement c'était des choses qui ont été remontées rapidement et qui sont aujourd'hui rentrées dans l'ordre. Mais il faut bien se rendre compte que le succès de la réforme, le nombre important de contrats d'apprentissage a engorgé, je dirais, toute la chaîne. Vous voyez, toute la chaîne. Bien sûr. Déjà, nous, les OPCO, l'année dernière, ça a été une année, en fait, un petit peu, je dirais, c'était un petit ouragan, cette année. Et puis après, forcément, en fin d'année, c'est l'ASP qui a récupéré, en fait, l'intégralité des contrats avec une ampleur considérable. Forcément, l'ASP, au mois de décembre, janvier, en fait, a peiné par rapport à toutes ces aides à payer. Et aujourd'hui, on sait que le traitement se fait dans les 15 jours. Donc, je dirais que c'est... voilà, tout ce... Alors, pour voir le verre à 90% plein, ça veut dire qu'il y a 90% des cas où ça marche quand même. Oui, on se rend compte aujourd'hui. Alors, c'est récent, j'avoue que c'est récent. Oui. Mais en tout cas, tout se débloque. À tout niveau, que ce soit dans le process, que ce soit... Il ne faut pas oublier que la DGFP, donc le ministère, a mis en place aussi une plateforme, celle que j'ai énoncée tout à l'heure, où on dépose des contrats. Et cette plateforme, c'est pareil, elle a ouvert l'année dernière pour la première fois. Auparavant, les CCI n'utilisaient pas la même plateforme. Donc, tous ces outils sont nouveaux. Et comme un outil, en fait, on essuie... un an. Tous ces outils ont été mis... voilà. Oui. Mais en fait, on a essuyé les plâtres et aujourd'hui, on peaufine ces outils. Les fonctionnalités sont vraiment beaucoup plus importantes et ne pas hésiter à les utiliser. Parce que franchement, si vous voulez ne pas commettre d'erreurs sur les CERFA en tant qu'entreprise, utilisez en fait les WSE, enfin les web services entreprises. Okay. Jérôme, un mot sur ces outils pour dire que comme ça, nous, CFA ou école, en effet, on a constaté ces retards il y a quelques mois et qu'aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. C'est-à-dire que l'entreprise dépose et dans les 40 jours, en réalité, avant c'était... Non, les 30 jours, on reçoit le premier virement de ce coût de formation. Donc ça y est, je veux dire que tout le monde soit rassuré autour de la table virtuelle. Ça y est, c'est lancé. Désormais, ça s'enregistre, ça se gère au niveau côté entreprise, ça se gère au niveau du jeune qui connaît ses numéros et ça se gère au niveau des CFA qui reçoit très rapidement sa première échéance de formation. Voilà. Alors justement, on va revenir à toi parce que tu vas pouvoir aller nous présenter dans quelques instants la
façon de récupérer toutes ces informations sur des capsules que tu as préparées sur notre site de l'ISCPA Paris. Je voudrais juste redonner la parole à Chantal qui la demande, et puis je vais en profiter pour glisser une question. Ça, c'est quand tout va bien, et comment ça se passe dans le cas des ruptures? Alors, ça fait... Je voulais simplement rebondir sur ce qu'a dit ma collègue. En fait, tout cela, en fait, cette capacité en fait d'innover et puis de faire en sorte que tout fonctionne très bien, c'est aussi parce que les OPCO en fait travaillent véritablement ensemble dorénavant. On a de nombreux groupes de travail avec la DGEFP, bien sûr, avec l'ASP et avec tous les acteurs en fait de la formation professionnelle pour, je dirais, construire en fait une collaboration afin que le process soit simplifié à la fois pour les CFA et à la fois pour les entreprises et à la fois pour les jeunes. Et c'est vraiment en 1 an et demi, je pense qu'on a pu créer en fait une forme de fluidité. Tout n'a pas été parfait l'année dernière, tout a été quelque peu, parfois nous avons colmaté des brèches, mais petit à petit on s'engage effectivement tous ensemble à construire un système qui soit pérenne, mais au moins efficace pour les prochains mois. Et ça, c'est important. Pour les ruptures... Sur les ruptures, oui, sur les ruptures, parce que ça, c'est une autre partie de la vie du contrat, c'est-à-dire que ça se peut que pour une raison ou une autre, le jeune, à un moment donné, demande à mettre fin à son contrat, ou que ce soit l'entreprise qui l'arrête. Oui, bien sûr. Comment ça se passe à ce moment-là, concrètement, vis-à-vis de vous? Je suppose que c'est toujours la même chose, déclaration. Je vais laisser Alexia. C'est Alexia qui va nous dire ça. Allez. Des ruptures aussi. Voilà. On parle bien du plan professionnel. Hein. Oui. Pour le reste, tout va bien, je vous rassure. Oui, pour les ruptures, de la même manière qu'on a dit tout à l'heure que c'est la responsabilité de l'entreprise de nous déposer le contrat, ben là, la rupture, de la même manière, c'est à elle de nous en informer. Donc, c'est soit l'entreprise qui rompt le contrat avec le jeune, pour diverses raisons qui lui sont propres, ou le jeune peut aussi rompre son contrat, bien sûr, il peut démissionner, mais en tout cas, donc, c'est l'entreprise, puisqu'il s'agit d'un contrat de travail, qui a l'information, qui la transmet à son OPCO. Avec tous les services dont on a parlé tout à l'heure, nous, on prévient les services de l'État de manière à stopper également le versement de l'aide. Et je dirais la suite logique de cette information qui nous est transmise, c'est aussi de pouvoir continuer à financer le contrat du jeune, parce que grâce à cette réforme, il est possible pour un apprenti de poursuivre sa formation pendant les 6 mois qui suivent la rupture. L'OPCO continue de payer. Donc, du coup, l'entreprise peut être rassurée, elle n'a plus d'état d'âme si elle doit vraiment se séparer d'un jeune, parce qu'on connaît... Elle ne culpabilise pas. On sait qu'en ce moment, la situation étant telle en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été confrontées à devoir se séparer de ces jeunes. Donc, oui, nous, on continue de prendre en charge. Le CFA, ça va être votre rôle à vous. Vous allez continuer d'accompagner ce jeune pour essayer de lui trouver une autre entreprise. Oui. S'il n'en trouve pas, au bout de 6 mois, le financement va s'arrêter, mais bien souvent, ça leur permet quand même d'arriver à la fin du cursus. Donc, au moins, ils passent le diplôme. Voilà, l'année n'est pas fichue. Mais en tout cas, du point de vue financier, ils sont sécurisés, c'est couvert. Merci. Bien, je vais redonner la parole à Jérôme en précisant, justement, puisqu'il a été fait mention du travail que font les écoles et les CFA, que pour ce qui concerne l'ISCPA à Paris, pour donner des chiffres aussi, on a signé près de 230 contrats d'apprentissage sur la dernière campagne, avec des taux de placement qui sont assez remarquables, parce qu'on a en Master 2 journalisme 100% de placement. En com, on doit être à 98%, et en production, on est à 85%, sachant que le secteur, à l'AFDAS, vous êtes bien placé pour le savoir, et entre la fin des festivals, la fermeture des salles de ciné. Donc ça veut dire que c'est important qu'on voit cette complicité entre nous, école, CFA et vous, OPCO, parce qu'en général, c'est aussi des décisions qui se construisent avec les trois, même les quatre. Il y a l'entreprise, l'OPCO, l'école et le jeune, évidemment. Alors, mais on le voit au travers des sigles, des documents, des plateformes, c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Donc on a demandé à Jérôme Thirion, qui a un grand talent en pédagogie, de mettre tout ça dans des capsules et de faire une page spéciale sur le site de l'ISCPA, donc on peut rejoindre assez facilement. Et Jérôme va nous montrer sur le wall ce qu'on doit trouver pour pêcher des informations sur l'alternance. Alors merci Emmanuel de me redonner la parole. Donc le plus simple, ISCPA, vous allez sur ce moteur bien connu,
école de journalisme. Ici, vous le voyez, vous allez aller sur la partie entreprise. Vous avez d'autres parties, taxes apprentissage aussi. À partir de là, vous avez plusieurs éléments sur cette page entreprise. Taxes apprentissage, stagiaire, mais là, ce qui nous concerne, c'est alternant, différentes choses. Ça a été évoqué tout à l'heure, en effet, la VAE et d'autres éléments. On va revenir sur la partie recruter un alternant. On va dérouler un petit peu, on va scroller tout ça. Voilà, donc le petit mot du directeur, les différents services que l'on apporte aux entreprises, complémentaires à ceux des OPCO, les différenciations entre les deux contrats, ça a été évoqué tout à l'heure, on reprend l'information, les missions d'aujourd'hui, et puis important, des capsules vidéo. Les primes, ça a été détaillé, et là en effet, on explique vraiment la différence entre prime aide unique, prime exceptionnelle, et toutes les autres aides qui peuvent être accrochées derrière aux différents contrats. On parle rarement de ça, mais les exonérations de charges, par exemple, et d'autres. Les contrats, là pareil, on essaie d'expliquer un petit peu les grandes différences qu'il peut y avoir entre le financement d'un contrat d'apprentissage et d'un contrat de professionnalisation. Beaucoup d'entreprises se questionnent pour un même titre parfois d'avoir des coûts différents. Alors, on essaie d'expliquer et puis de nommer les acteurs. Et puis dernier point, c'est Alexia le disait tout à l'heure, c'est le fameux fichier Excel. Dans le jargon, on appelle ça aussi les NPEC. Comme ça, aujourd'hui, ça y est, vous aurez eu votre dose. Promis, on arrête les sigles. Donc le NPEC, là c'est une petite vidéo en 3-4 minutes où je vous explique où trouver ça sur par exemple le site de référence qui est France Compétences, et puis comment sélectionner votre coût formation pour signer un contrat d'apprentissage en toute sécurité. On l'a compris, dépôt simplifié, relations fluidifiées avec les écoles, combien ça me coûte, combien je dois le payer et qu'est-ce qui va se passer quand il va y avoir une rupture. Donc ici, si on continue, mon petit exemple, vous retrouverez également ce que je vous ai cité tout à l'heure, le fameux CFA Doc, connaître les calendriers. Et donc ça, évidemment, là, on est ISCPA, donc on parle de nous, mais c'est des choses que vous devez retrouver sur les sites des CFA, d'accord ? Et puis, ça s'arrêtera là peut-être. Voilà, ça s'arrête là. Voilà. Emmanuel, alors, je te rends la parole. Merci. Ça devait aller un tout petit peu plus bas, mais voilà. C'est facile à compléter. Ce qui va aller un peu plus bas, c'est le nom de tous les contacts, dont celui de Jérôme Thirion pour le campus parisien, mais également de ses homologues à Lyon et à Toulouse, puisqu'on a 3 campus sur toute la France. Et je suppose qu'il doit y avoir aussi des liens utiles vers les OPCO de référence. Alors, pour ce qui concerne l'ISCPA, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec l'AFDAS, notamment dans le journalisme et la production, mais qu'on a aussi beaucoup d'étudiants qui, dans le secteur de la communication, travaillent pour des banques d'assurance, des commerces. Donc, vous devez avoir chez nous des étudiants qui font leur alternance dans les entreprises de vos secteurs, et ainsi que celle du groupe IGS, qui, pour le coup, a des formations dans l'immobilier, l'informatique, le commerce, les RH, et j'en oublie. Ok, merci à Jérôme. Donc tout ça, c'est sur le site de l'ISCPA. On va revenir, parce que ça a été évoqué à un moment, sur la façon de faire du sourcing, donc de se poser la question de savoir comment on peut recruter un jeune. Et en particulier, ça a été dit, qu'est-ce qui se passe en matière de handicap ? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question ? Je veux bien, avec plaisir. En matière de handicap, en fait, alors déjà la première chose à faire, effectivement, c'est de pouvoir identifier le statut handicapé de la personne que vous recrutez. Il est indispensable maintenant de spécifier en fait sur le CERFA ce statut, parce que c'est cette spécification en fait sur le CERFA qui permettra en fait de mettre en œuvre que le CFA devra mettre en œuvre en fait un environnement particulier pour accompagner le jeune dans le cadre de son inclusion
Je ne parle pas d'intégration, je parle d'inclusion. Une intégration, ce serait prendre quelqu'un dans cette situation et l'intégrer sans s'adapter en fait son environnement. Là, il s'agit véritablement d'une inclusion parce que ça lui permettra en fait, cette démarche-là permettra à ce jeune d'être un jeune en situation particulière, certes, mais dans un environnement et d'être complètement intégré dans l'environnement formation. Donc les CFA ont pour cela, à partir du moment où le statut est défini, eh bien, ont pour cela la possibilité d'activer un certain nombre d'acteurs, dont la GFIP bien sûr, mais il n'y a pas que la GFIP, et de mettre en place en fait un environnement particulier pour justement accompagner l'inclusion de ce jeune en CFA. Alors là, c'est le cas particulier de jeunes qui sont en situation de handicap, mais de manière générale, le lien entre l'OPCO, le jeune, c'est vraiment un lien, et l'entreprise, c'est vraiment un lien de proximité, hein, c'est ce qu'on a... Oui, en fait, vous avez systématiquement, en fonction de la situation géographique de chaque entreprise, vous avez des délégations régionales. Donc, vous êtes rattaché automatiquement en tant qu'entreprise à une délégation. Donc, ne pas hésiter à la consulter, de manière à être accompagné au mieux, de manière, en fait, à connaître les différences entre les différents dispositifs, ce qui s'adapte au mieux à la situation. Ne pas non plus lésiner sur les sites, parce que sur les sites, vous avez des tas d'informations. Vous avez en fait deux choses. Le site du ministère, qui est très bien fait, sincèrement. En fait, il est mis à jour régulièrement. Donc, qui indique vraiment la rémunération. Vous avez sur les âges, les critères. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de choses. Et vous avez, il a été mis en place l'année dernière un CERFA augmenté. Qu'est-ce qu'on appelle un CERFA augmenté ? C'est en fait un CERFA... Alors, là, le CERFA a changé en 2021, mais sur 3-4 champs, hein, je veux dire sur le code RNCP, sur les NIR, sur des choses bien particulières. Mais ce CERFA augmenté est toujours d'actualité parce que vous avez une unification des modalités de remplissage. C'est-à-dire que l'entreprise va savoir, par exemple, vous avez, tout est cohérent, que ce soit sur le CERFA, sur la notice, sur le CERFA augmenté ou sur les sites, vous avez des pavés. Donc, par exemple, le pavé employeur. Et bien, le pavé employeur, vous savez que c'est là où le jeune, le lieu d'exécution du contrat. Donc, quand vous avez une enseigne, par exemple, c'est bien l'établissement ou le magasin où le jeune est. Je parle pour le commerce, c'est pour ça que je parle de magasin. Mais en tout cas, vous avez aussi, par exemple, l'effectif. Et c'est ça, je disais tout à l'heure, il y a des choses qui vont pas bien. Pourquoi ? Parce que les CERFA, il y a une méthode pour les remplir. Alors cette méthode, elle est vraiment mise à la disposition de chacun. Et par exemple, pour l'effectif, on est bien d'accord que c'est l'effectif global. Ça n'est pas l'effectif du magasin. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça à savoir. Et sur le CERFA augmenté, moi, je le recommande toujours lorsque j'ai une entreprise que j'accompagne. Pourquoi ? Parce que ça permet de remplir les champs convenablement. Mais bon, même s'il y a une erreur, c'est pas grave. Hein, mais ça évite les allers-retours entre l'OPCO et après, ça ne passe pas en fait sur la plateforme ministérielle. Donc voilà, sincèrement, faites bien les choses dès le départ. Encore une fois, de façon dématérialisée, c'est l'idéal parce que vous êtes accompagné tout du long avec des notes d'information, avec en fait des règles de gestion, avec un simulateur de rémunération, avec plein de choses qui vous permettent de remplir convenablement et surtout efficacement un contrat de travail. Et à partir de là, franchement, c'est de plus en plus simple, quoi. Oui. Alors, c'est pas tout à fait dans vos missions, donc je vais demander aussi l'avis de Jérôme à ce sujet. Les entreprises peuvent demander, dans le cas de mon recruteur qui veut son alternant, peut demander à avoir du sourcing. Alors, c'est pas l'objet, c'est pas le but c'est pas la mission des OPCO. Les écoles, les CFA font ça peut-être plus facilement, mais il y a quand même des initiatives. Alors, je voudrais qu'est-ce qu'on fait quand on est école et qu'une entreprise dit est-ce que vous pouvez me faire passer 3-4 CV de gens qui collent à ma demande? Alors, et qu'est-ce que font les OPCO dans le domaine? Alors, donc en effet, nous établissements, enfin ISCPA, mais l'ensemble va faire ça. En tous les cas, les entreprises souvent nous contactent, nous disent voilà, j'ai un besoin, voilà le profil. Donc évidemment, dans ce cadre-là, on est obligé de s'assurer de la mission. Est-ce que la mission confiée va correspondre évidemment à l'objectif du titre que l'on vise? Nous avions presque 300 offres d'emploi qui ont été sur le premier jet, envoyées à nos CFA les plus acteurs dans le domaine. Elles sont
un tout petit peu réservé à ces CFA, puisque c'est bien sûr la volonté, c'est de donner cette... voilà, ce sont des CFA qui sont spécialisés sur nos domaines de compétences et le domaine de compétences de nos entreprises. Donc effectivement, mais après, la dernière semaine, en règle générale, donc depuis la semaine dernière, c'est ouvert à tout jeune qui voudrait rentrer dans la démarche du contrat d'apprentissage. Et ce sera quelque chose qui sera à nouveau renouvelé pour le mois de juin, je crois qu'avec une spécificité pour les métiers du numérique. Et puis nous aurons en septembre, bien sûr, et en décembre et en novembre, je crois, d'autres co-jobbing où on recense, on sollicite l'intégralité des CFA, mais on recense la volonté, en fait, de recrutement de nos employeurs, ce qui permet de simplifier la démarche, puisqu'en fait, le tri se fait naturellement. Et puis, je crois que ce qui a bien marché de façon dématérialisée, là, puisque les rendez-vous se font en ligne, eh bien, on continuera peut-être sur ce process de dématérialisation, puisqu'il est efficace, puisqu'à chaque fois, je crois que là, il y avait près de 1000 rendez-vous sur 3 jours organisés pour toutes les entreprises qui voulaient en fait assurer ce recrutement. Donc vous voyez, c'est probant. On espère aussi pouvoir le refaire assez vite en présentiel parce que le contact humain nous a un peu manqué. Bien sûr, ça permet d'aller vite dans un minimum de temps. Absolument. Ça n'empêche pas. C'est un premier contact, c'est un premier rendez-vous entre l'entreprise et le jeune, sachant qu'on avait demandé cette fois-ci au CFA d'être véritablement acteur et de mettre, comme le disait Jérôme, en adéquation, en fait, la demande de nos entreprises de recrutement avec la volonté, en fait, les compétences des jeunes. Vous voyez ? Donc, on arrive à quelque chose de plus rapide. Ça n'empêche pas, effectivement, que la présence réelle, et bien sûr, ça, je suis complètement d'accord avec vous, est indispensable. Absolument. Alors, justement, le mot de la fin, je me tourne vers la représentante de l'AFDAS, puisque là, elle est très, très proche de nos secteurs et de nos spécialisations. Vous avez des tendances, justement, sur la demande des entreprises. Est-ce que vous sentez, ou c'est trop tôt, que ça décolle, que dans le domaine de la production, du spectacle, de la culture logiquement, tout devrait reprendre. Allez, alors, on ne sait pas. En certains festivals vont reprendre, etc. Oui. Après, pour nous, c'est quand même une grande question parce que là, sur toute cette période de confinement, on a quand même beaucoup formé, beaucoup accompagné. Ce temps a été mis à profit, je dirais. Ça n'a pas été du temps de perdu de ce point de vue-là, mais du coup, à la rentrée, si tout le monde, et on espère, tout le monde retourne au travail, le temps de formation sera, il y aura moins de besoins en formation, en tout cas dans l'immédiat. Par contre, sur le contrat d'apprentissage, oui, les aides continuent, il faut continuer à former nos jeunes, donc nous, on y croit en tout cas. Très bien. Et donc là, on a l'aide jusqu'à encore au 31 Pour les contrats conclus avant le 31 décembre, ça veut dire les contrats, ça permet d'avoir cette aide pour l'année prochaine aussi, s'ils ont été conclus avant la fin de l'année. Okay. Donc, il ne faut pas hésiter. Et donc là, l'important, c'est la date de signature du contrat. Voilà, donc on signe bien avant le 31 décembre et on écrit bien cette date sur le CERFA. C'est celle-là qui fera Il y a une autre date importante, Monsieur Thirion, oui. C'est le 31 mai. Alors, ça éveille quelque chose chez toi? Alors, le 31 mai, oui. Donc ça n'est plus du tout de la compétence des OPCO, ex-OCTA. On va parler de la taxe d'apprentissage. Oui, en deux mots, parce que l'émission se termine. Voilà. Donc, en deux mots, l'ISCPA, comme toute école, peut recevoir cette taxe d'apprentissage. Les entreprises ont jusqu'au fin mai pour s'en libérer. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert notamment à pouvoir faire ce genre de plateau TV pédagogique que l'on a pris pendant quelques temps, en lieu et place, par exemple, des journalistes qui viennent s'entraîner ici. Donc, on ne peut que vous inviter à verser cette taxe d'apprentissage, ce qu'on appelle le solde. Et j'en profite parce qu'il y a des OPCO qui me disent « Jérôme, rappelle bien que le solde, c'est pas pour les OPCO, mais bien pour les écoles. » Voilà. D'accord. Non, on ne mange pas le pain des OPCO, mais en revanche, ça nous donne l'occasion de vous inciter à revoir sur notre site internet la première émission qu'on avait faite il y a quelques temps. Il y avait d'ailleurs des représentants d'OPCO à l'époque. Sur le financement de la formation professionnelle au sens large et la taxe d'apprentissage en particulier. Donc, vous aurez tous les liens là aussi sur notre site. C'était à l'époque le premier JT des experts. Exactement. On a fait le deuxième aujourd'hui. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en refaire un troisième si l'actualité s'y prête. En tout cas, un grand merci à vous quatre et en particulier à vous trois de vous être déplacés jusqu'ici pour répondre à ces questions qui sont parfois un peu touffues et complexes. Alors que si on le dit simplement, les chefs d'entreprise qui se disent « je vais prendre un alternant », si c'est dans les domaines de spécialité, c'est une bonne idée et ça se fait de façon très fluide. Tout
Tout à fait. On est d'accord avec cette conclusion? Tout à fait d'accord. Ainsi soit-il. Merci à tous. Merci. Bonne journée. À vous, bonne journée. Et à bientôt à l'ISCP à Paris.